Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'un nouveau format, 5 minutes pour un papier. L'idée est simple, on va prendre un papier et on va essayer de le résumer, de le synthétiser le plus rapidement possible. Alors quand je dis 5 minutes dans le titre, c'est pas exactement 5 minutes, ça peut être plus, ça peut être 10 minutes. L'idée principale, c'est de le faire le plus rapidement possible. Mais je ne vais pas m'empêcher de rajouter des informations qui sont essentielles, juste pour pouvoir respecter une limite fixe. De plus, certains papiers, des fois, peuvent être très longs. Il y a des papiers qui font 14, 15 pages, 30 pages, plusieurs dizaines de pages. Et donc, soit je vais faire des épisodes qui sont peut-être un petit peu plus longs, soit je vais les découper en plusieurs épisodes. Pour cet épisode et pour plusieurs épisodes qui vont venir, on va parler surtout des modèles de langage. Les modèles de langage, c'est des modèles en machine learning comme GPT-3 ou GPT-4 qui sont à la base de technologies comme par exemple ChatGPT. Et donc c'est plutôt important, il faut en parler, et il faut analyser leurs capacités et leurs limites. L'article dont on va parler aujourd'hui s'intitule « Sur les dangers des perroquets stochastiques, est-ce que les modèles de langage peuvent être trop gros ?» J'espère que vous allez apprécier ce nouveau format. Bon épisode. L'article dont on va parler aujourd'hui s'intitule donc « Sur les dangers des perroquets stochastiques, les modèles de langue peuvent-ils être trop grands ?» Les auteurs sont Emily M. Bender et Angelina McMullan-Major, linguistes alors à l'Université de Washington, Timnit Gebru, chercheuse spécialisée dans l'éthique de l'IA et notamment des biais algorithmiques, ainsi que Margaret Schmitzfeld, informaticienne et chercheuse américaine spécialiste des biais algorithmiques. L'article a été publié dans l'édition 2021 de la conférence ACM Conference on Fairness, Accountability and Transparency. Avec les dernières avancées de ce qu'on appelle les modèles de langue et sur lesquels on va revenir rapidement, cet article prend toute son importance. L'historique de ce domaine montre que la stratégie principale de développement jusqu'ici était d'augmenter la taille de ces modèles ainsi que des jeux de données utilisés pour les entraîner. Les auteurs se posent donc les questions suivantes. À quel moment un modèle de langue devient trop grand ? Quels sont les risques potentiels liés aux modèles de langue lorsqu'ils deviennent trop puissants ? Quelles sont les différentes voies possibles disponibles pour atténuer ces risques ? Tout d'abord, un modèle de langue, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de systèmes de machine learning, de modèles mathématiques entraînés sur des tâches de prédiction de mots. On leur apprend à prédire la probabilité de ce qu'on appelle un token, comme un mot ou un caractère, étant donné les mots précédents, ce qu'on appelle le contexte. Depuis le début de ce domaine de recherche, on a vu la puissance de ces modèles exploser. Les premiers modèles basés sur les réseaux de neurones artificiels avaient quelques millions de paramètres tout au plus. Puis on est passé par un modèle fondamental introduit en 2018, BERT, avec ses 340 millions de paramètres. Et puis jusqu'à GPT-3 et ses 175 milliards de paramètres. Ces modèles nécessitent un nombre croissant de données. Nous sommes donc passés de 16 Go pour entraîner les premiers BERT à plus de 750 Go pour entraîner GPT-3. Les premiers désavantages des gros modèles de langage, appelés aussi LLM, identifiés par les auteurs sont les coûts environnementaux et financiers. Là où un humain émet en moyenne 5 tonnes de CO2 par année, l'entraînement d'un modèle de type Transformer émet 284 tonnes de CO2. Côté financier, on note qu'augmenter légèrement une métrique d'évaluation peut représenter plusieurs centaines de milliers de francs d'investissement. Or, ces coûts ont des effets néfastes sur l'environnement, mais aussi sur les populations marginalisées. Les effets du changement climatique impactent les communautés les plus défavorisées du monde. Ce sont aussi elles qui bénéficient le moins de ces technologies. Or, les recherches sont dirigées principalement vers l'augmentation de la taille des modèles et des jeux de données. Par exemple, la plupart des études scientifiques de conférences comme l'ACL ou NeurIPS en 2018 ou encore CVPR en 2019 visaient uniquement à améliorer la précision des modèles. Les auteurs proposent donc de réorienter le développement des LLM. Par exemple, en rapportant systématiquement les évaluations énergétiques et d'émissions de carbone pour ne plus considérer l'efficacité pure comme seule contribution possible. Effectuer les expériences dans des régions peu émettrices en carbone et prendre en compte les compromis de performance énergétique avant de déployer des modèles énergivores. Un autre point important lorsque l'on parle de modèles de langue et de machine learning en général, c'est l'impact et l'importance des jeux de données utilisés pour l'entraînement. On le rappelle, GPT-3 est entraîné sur une version filtrée du Command Crawl, un jeu de données collecté durant 8 années d'exploration aléatoire automatisée du web. Or, ces stratégies de collecte et d'exploration qui permettent de construire des jeux de données introduisent des biais. Plusieurs facteurs limitent l'inclusion de certains points de vue. Certaines discussions ou données ont moins de chances d'être incluses dans les méthodologies d'exploration.
Mais les données vont aussi être nettoyées et sélectionnées de manière automatique et ce filtrage peut aussi introduire des biais. Ces jeux de données vont donc principalement encoder des points de vue dominants. En conclusion, on peut dire que la taille d'un jeu de données ne garantit pas sa diversité et son inclusivité. Pire même, plus la taille d'un jeu augmente, plus il devient difficile de l'explorer, de le documenter et de l'analyser. Donnons un premier exemple. Toutes les populations n'ont pas les mêmes possibilités d'accès à Internet. La plupart des utilisateurs d'Internet sont jeunes et vivent dans des pays développés. Deuxième exemple, les données des jeux d'entraînement de GPT-2 proviennent en partie de Reddit, dont les utilisateurs sont à 67% des hommes, et dont 64% ont entre 18 et 29 ans. Une autre source est Wikipédia, dont seuls 8 à 15% des auteurs sont des femmes. La présence ou non d'une communauté Internet dépend du nombre de liens entrant vers les pages de cette communauté. Seules donc les communautés ayant une certaine influence vont être incluses dans les données. Mais une fois cette collecte faite, les données vont être filtrées. Les documents du Colossal Clean Crowd Corpus sont filtrés pour rejeter certains mots liés à la sexualité ou au contexte social. Ce filtre peut pénaliser certaines communautés minoritaires. On risque alors d'avoir des modèles qui sont intrinsèquement conservateurs. Ils font donc persister certains points de vue dominants et empêchent toute inclusion de points de vue alternatifs. On appelle ça le problème de la value lock ou de verrou des valeurs. Les mouvements sociaux faisant la promotion de points de vue alternatifs ont aussi plus de chances d'apparaître dans ces jeux de données s'ils sont couverts par les médias. Or, les médias couvrent principalement les événements violents et dramatiques. Et donc, certains mouvements de protestation vont être mal représentés dans les données, qui vont donc être alignés avec les régimes de pouvoir existants. On risque alors de voir certains biais être encodés dans les algorithmes utilisés par l'écosystème technologique. Il a par exemple été démontré que des modèles basés sur BERT encodent l'intersectionnalité des préjugés, qu'ils peuvent aussi promouvoir le validisme en associant des phrases faisant référence à des personnes handicapées à des mots plus négatifs. Ou encore la psychophobie en surreprésentant la violence ou la toxicomanie dans certains textes traitant de santé mentale. La toxicité également, GPT-3 par exemple peut générer des textes toxiques même lorsque les phrases qui lui ont été soumises ne le sont pas. Comme le dit Roy Benjamin, nous nourrissons les systèmes d'IA de la beauté, de la laideur et de la violence du monde. S'attendre à ce qu'il ne reflète que sa beauté est un fantasme. On en vient alors à la notion de perroquet stochastique. Un perroquet stochastique est un système qui assemble au hasard des séquences de formes linguistiques qu'il a observées dans ses vastes jeux de données d'apprentissage, selon des informations probabilistes sur la façon dont elles se combinent, mais sans aucune référence à la signification. On a donc des systèmes qui ne visent pas la compréhension, mais la seule manipulation de formes linguistiques. Or, cette cohérence apparente, elle peut induire les utilisateurs et les chercheurs en erreur en leur faisant prendre du texte artificiel pour un texte créé par un être humain et donc qui possède une signification. La prévalence des biais dans les données d'entraînement est liée à plusieurs risques possibles. Premièrement, les générateurs basés sur les LLM produisent ou amplifient la présence de langages problématiques comme le langage abusif, les discours de haine, les préjugés sexistes ou les divers biais politiques. Les textes peuvent ensuite être diffusés et propagés par les utilisateurs. La prévalence de ces langages problématiques va donc augmenter, puis être utilisée à leur tour pour l'entraînement de nouveaux modèles de langage. On observe donc une boucle de renforcement positif. Un autre risque concerne l'utilisation par des acteurs malveillants qui peuvent prendre avantage des capacités des LLM pour générer du texte faussement cohérent sur demande et sans aucun intérêt pour la vérité. Cela concerne la rédaction automatique d'articles ou d'interactions sur les réseaux sociaux ou encore la promotion de l'extrémisme. Par exemple, il a été montré que GPT-3 pouvait être utilisé pour créer un faux profil de théoricien du complot pour ensuite animer un forum de recrutement extrémiste. C'est donc un moyen peu coûteux pour stimuler le recrutement en donnant l'impression aux candidats qu'ils font partie d'un mouvement plus large de personnes partageant les mêmes idées. Les LLM génèrent et amplifient du langage abusif qui peut renforcer le sexisme, le racisme, le validisme ou certaines idéologies extrêmes. Mais il peut aussi atteindre à la réputation de personnes ou d'organisations qui pourraient être perçues comme la source d'un texte artificiel. Ce constat s'applique aussi aux moteurs de recherche qui utilisent en leur sein des LLM, ce qui peut au final influencer les résultats de recherche. Les auteurs proposent donc plusieurs voies à suivre. Premièrement, réorienter la recherche et le développement des LLM. D'une course à la performance, il faut passer vers une planification minutieuse avant de créer un jeu de données ou d'entraîner un modèle. Deuxièmement, envisager les différents acteurs et s'orienter vers des projets dont les bénéfices sont équitablement répartis.
Troisièmement, documenter les jeux de données pour pouvoir déterminer les biais et les assainir soigneusement plutôt que les construire à partir d'une exploration aléatoire du web. Quatrièmement, documenter comment les données ont été sélectionnées et comment elles ont été collectées. Cinquièmement, documenter les buts, les valeurs et les motivations liées à la création d'un jeu de données ou d'un modèle particulier. Et puis, sixième et dernier point, construire des LLM dont les textes synthétiques peuvent être marqués et donc détectables par la suite. Avant de finir, je vous propose une mise en perspective de l'article et une critique. En effet, on peut se poser la question de savoir si les observations et les réflexions faites par les auteurs de l'article sont toujours valides aujourd'hui avec des modèles comme GPT 3.5, GPT-4 ou ChatGPT. Par exemple, des modèles comme GPT 3.5, GPT-4 et ChatGPT sont capables d'apprendre une tâche par simple description, ce qu'on appelle l'apprentissage contextuel, ou zero-shot learning. Ils sont aussi capables d'améliorer leur performance par réflexion sur leur propre processus, une forme, si vous voulez, de métacognition. Peut-on donc encore parler de perroquet stochastique? Et ces capacités ne démontrent-elles pas que les modèles récents sont plus que des systèmes qui assemblent, au hasard, des séquences de formes linguistiques? Si vous êtes resté jusqu'ici, merci à vous, j'espère que les divers points étaient simples, clairs et correctement expliqués. En attendant la prochaine vidéo 5 minutes pour un papier, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous laisse avec une liste de références si vous voulez pousser le sujet un peu plus loin. C'était Artificialis, à bientôt.